L'organisation dans tout ça, un oubli persistant, y compris en cas de crise. Bonjour Philippe Lorino. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Nicolas Motis. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Lorino, vous êtes professeur émérite à l'ESSEC Business School. Nicolas Motis, vous êtes professeur à l'École Polytechnique et donc auteur de ce papier marquant dans la Revue française de gestion numéro 288. Alors, pourquoi marquant ? Premier point, parce que vous nous dites qu'en fait, l'organisation et le management, ce sont les points aveugles de la culture et du débat public en France. Alors effectivement, on peut considérer dans beaucoup de cas que le management est un point aveugle du débat, notamment parce qu'il y a une confusion entre le management et deux autres concepts. Premier concept, la financiarisation, qui est la recherche absolue de l'amélioration du rendement économique, de la performance économique à court terme. Souvent, on confond management et financiarisation, et puis on confond aussi souvent management et bureaucratisation. La bureaucratisation, pour faire simple, c'est la mise en place d'indicateurs dans tous les sens, et puis la multiplication du reporting. Donc souvent, quand on critique le management, en fait, ce qu'on critique, c'est pas tellement le management, c'est la financiarisation ou la bureaucratisation qui est en place dans les organisations concernées. Et en fait, en pratique, si on devait retourner un petit peu la question, on pourrait dire que beaucoup d'organisations dans lesquelles on critique le management sont en fait très largement sous-managées. Et donc, ça pose une question toute bête qui est qu'est-ce que le management ? Et donc, je passe la parole à mon collègue qui va vous dire en quelques mots ce qu'est le management. Je pense que c'est assez simple en fait. Le management, c'est cette capacité d'orchestrer des activités différentes pour produire un résultat attendu, pour répondre à un problème et pour s'assurer de la mobilisation des ressources adéquates en temps, en heure, au lieu attendu et en quantité et qualité requis. C'est simplement ça, c'est une orchestration d'activités et de ressources. Donc, c'est une orchestration qui est absolument essentielle, qui est clé, mais pourtant, quand on regarde notamment le débat public en France, c'est une orchestration qui fait souvent l'objet d'une grande dévalorisation intellectuelle. On considère souvent que le management, en fait, c'est juste du bon sens, c'est quelque chose d'assez basique, qu'il n'y a pas vraiment de connaissances derrière ce management. Il y a une formule qui résume un peu ça dans notre histoire, c'est l'intendance suivra. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini le but, et ben finalement, tout le reste, l'organisation et autres, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, en fait, les conséquences de ça, elles sont assez profondes, y compris dans la sphère politique, où il y a une forme de diabolisation. Philippe, c'est ce qu'on a pu voir aussi. Oui, c'est ce qu'on voit souvent dans le débat en France, c'est que l'ignorance relative de ce champ spécifique que constitue le management, champ d'expertise, de savoir-faire, d'expérience, conduit finalement à assimiler management à, on le voit bien dans le débat avec la diabolisation des mots managérial, managérialisation, à recherche sans principe du profit à court terme, et notamment souvent dans l'intérêt privé particulier, spécifique. Et donc, une diabolisation morale et politique. Alors évidemment, la question qui vient tout de suite, c'est les conséquences de cet aveuglement. Oui, alors les conséquences, bien sûr, il y en a beaucoup, mais notamment une conséquence très importante qu'on voit dans des affaires récentes comme la gestion de l'épidémie, c'est la sous-estimation de la complexité des processus de mise en œuvre à partir d'une décision ou d'une politique prédéterminée. La décision, c'est afficher une volonté, afficher un objectif. Et souvent, en France, on considère qu'une fois que la décision est prise, le problème a été réglé. Or, le processus de mise en œuvre est souvent précisément le champ de la complexité maximum, et ceci est très largement sous-estimé dans le contexte français. Alors, une des raisons justement pour lesquelles on ne saisit pas bien souvent la complexité des problèmes de management, c'est que on reconnaît en fait assez mal la qualité et l'importance de l'expérience terrain. Et en particulier, par exemple, les retours d'expérience sont des pratiques qui sont encore assez peu développées dans beaucoup d'organisations privées ou publiques françaises. Et donc, on est souvent dans une situation de ne pas du tout capitaliser sur les expériences passées. Et donc, non seulement on saisit mal la complexité au départ dans la structuration du problème, mais on la saisit d'autant plus mal qu'on n'a pas la capacité à capitaliser sur les pratiques passées. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, extrêmement sensible, et qui est d'autant plus sensible qu'on a en plus souvent tendance à s'appuyer sur des dogmes pas toujours très bien fondés. Donc, je vais laisser Philippe évoquer quelques-uns de ces dogmes. Oui, alors effectivement, l'invisibilisation, pour utiliser un terme qui est très compliqué, le fait de rendre invisibles les problèmes de nature organisationnelle, cela fait que souvent, on a tendance à poser des problèmes qui sont en fait organisationnels en termes dogmatiques, en fonction de principes. Et on apporte de très très bonnes réponses à de mauvaises questions.
parce qu'on n'a pas bien posé les problèmes au départ. Juste un ou deux petits exemples. Un exemple typique, c'est la confusion entre système de soins et système de santé. On voit bien que, système hospitalier, on voit bien que la France a des problèmes dans son système de santé, des problèmes d'efficacité, des problèmes de motivation des personnels. Et très souvent, ces problèmes sont traités comme si c'était des problèmes spécifiques du système hospitalier, alors qu'évidemment, les questions sont beaucoup plus larges et mettent en cause des éléments du système de santé qui sont extérieurs à l'hôpital. Alors, il y a un quatrième point qui est un petit peu la cerise sur le gâteau de l'ensemble par rapport à cette difficulté à saisir la complexité des problèmes, à capitaliser sur la pratique et puis à s'affranchir de quelques dogmes. C'est la vision qu'ont de l'expertise d'un certain nombre de décideurs, notamment de grands décideurs publics. On l'a vu pendant la crise. Et souvent, l'expertise qui correspond aux travaux de recherche en management est très, très peu valorisée, mais notamment parce qu'elle est très peu connue. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des trous dans la raquette dans la compréhension de l'expertise. On s'appuie beaucoup plus sur de l'expertise de domaines qui manipulent des données. Par exemple, on l'a vu avec les épidémiologistes dans tous les sens depuis le début de la crise. Mais les expertises qui s'appuient sur l'organisation, que ce soit le management, la gestion des ressources humaines, la logistique, sont des expertises qui sont très largement ignorées ou voire même méprisées, qu'on assimile à du pipeau. Et ça, on le paye très cher, en fait. On le paye très cher parce que on rate dans le traitement des problèmes un certain nombre de points de compétences qui sont là, qui existent, mais qui sont très, très peu valorisés et très peu intégrés dans les cercles d'experts. Alors, une des grandes forces de votre texte, c'est de remonter aux causes et d'envisager des remèdes. Alors, une des causes assez connues, mais on peut quand même exprimer un peu le point de vue de façon assez vive, c'est le manque d'engagement ou l'insuffisante reconnaissance de l'engagement des chercheurs en gestion dans les enjeux publics, dans les débats publics, dans les commissions d'expertise publique. Ça a fait l'objet de beaucoup de travaux, donc on ne va pas y passer beaucoup de temps, mais il serait quand même peut-être temps que ça change, quoi. C'est-à-dire qu'il serait peut-être vraiment temps que notamment les institutions académiques reconnaissent bien davantage et encouragent même l'engagement de leurs chercheurs en management, de leurs chercheurs en gestion dans les commissions d'experts, dans les débats publics, de façon à faire valoir la valeur ajoutée possible de ces domaines de connaissances qui sont encore aujourd'hui, de notre point de vue, on développe dans le papier, encore trop peu présents dans le débat public. Il y a d'autres éléments qui sont liés à ça, qui sont notamment le fait que dans beaucoup de situations, on l'a évoqué, on mobilise on mobilise mal, de mauvaise façon, des outils de gestion qui pourraient pourtant être très utiles. Donc, on fait un mauvais usage de bons outils. Et donc ça renvoie notamment à un problème assez simple, assez connu, mais qui n'est pas forcément facile à traiter justement en pratique, qui est le problème de la formation des élites, sur lequel je vais laisser Philippe s'exprimer. Oui, alors la sous-estimation de la complexité des problèmes de mise en œuvre que je signalais tout à l'heure débouche assez naturellement chez les décideurs sur l'illusion du tout contrôle et donc une culture technocratique et bureaucratique très forte qui fait que très souvent, les décideurs se saisissent d'instruments de gestion qui pourraient être utilisés de manière à promouvoir l'apprentissage collectif, l'adaptation, le progrès continu, les utiliser dans une optique de contrôle bureaucratique. Mauvaise utilisation. Alors, que faire face à cela? Il faudrait renforcer la culture de gestion des décideurs, qu'ils ce soit des décideurs publics ou parfois dans certains cas, des dirigeants d'entreprise qui ont un déficit sur ce point. Par exemple, systématiser l'enseignement de la gestion et de l'organisation dans les filières de formation type ENA, je ne sais pas ce qui va remplacer l'ENA, filière de formation des hauts fonctionnaires, et coupler ce renforcement des études de gestion avec de la recherche dans le domaine, par exemple, doctorat en management public, couplé avec la formation des hauts fonctionnaires. Alors, il y a un autre élément plus profond par rapport à ça, qui est notre culture cartésienne. Donc ça a été un point de débat important entre nous pour le papier, mais je te laisse conclure peut-être sur cet aspect le rôle néfaste. Je crois qu'à la limite, c'est presque la partie visible de l'iceberg, là, ce problème de la culture de gestion et d'organisation des dirigeants. C'est que la culture française est très fortement influencée par les travaux philosophiques de Descartes, avec cette idée que la théorie est séparée de la pratique et que la théorie l'emporte sur la pratique, que l'action est séparée de la pensée et que la pensée doit régir l'action. Et donc, c'est dès, je pense, le cadre scolaire qu'il faudrait beaucoup plus enseigner aux jeunes, aux enfants, aux collégiens, aux lycéens,
les liens très importants qui existent et l'itération permanente qu'il doit y avoir entre l'expérience pratique et la théorisation. Et l'organisation dans tout ça, un oubli persistant, y compris en cas de crise, un papier dont on sent qu'il est aussi nourri par presque une colère. Hein. Il est temps que ça change. Merci à vous. Merci.